Bonjour Stéphane Carcillo. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable de la division Revenu-Travail de l'OCDE, professeur associé à Sciences Po, membre du Cercle des économistes. Xavier Jaravel, bonjour. Bonjour. Professeur à la London School of Economics et président du CAE, le Conseil d'analyse économique. Vous avez publié Marie Curie habite dans le Morbihan, démocratiser l'innovation à la République des idées au Seuil. Et Jean-Marc Vittori des Échos, bonjour. Bonjour, bonjour. Jean-Marc, vous regardez comment ces 3 mois et demi de conclave? Moi, je me disais ces derniers temps, ça y est, on n'est plus rivé sur les 64 ans, c'est un progrès. Tiens, on commence à s'intéresser à la capitalisation. Et puis, il y avait d'autres pistes qui étaient évoquées, justement, pour éviter de rester sur les éternels mêmes sujets. Là, je trouve que ça se finit mal. Ça se finit mal parce qu'il y a une forme de désaccord qui crève les yeux. On ne sait même pas si le MEDEF sera là lundi. On se disait fumée blanche peut-être, mais il n'y aura peut-être même pas de fumée du tout, en fait. Alors d'abord, ça prend du temps. Au Vatican, ça a été finalement beaucoup plus vite que prévu. Oui, ça va plus vite avec là, les non, cardinaux. clairement non. En même temps, c'est une négociation. C'est une vraie négociation. Donc on a des jeux de posture, on a ça va clasher. Les uns et les autres jouent comme ça et ils le font derrière les portes capitonnées, mais aussi quand les portes capitonnées s'ouvrent, on joue dans les médias et on le voit tout à fait clairement. En tant qu'observateur, on a vraiment un jeu très classique. Je ne suis pas sûr effectivement que ça va aboutir. Je pense que personne ne peut le savoir à l'heure qu'il est. Même Donald Trump, je pense, n'a pas d'idée là-dessus. Mais je pense qu'il y a même des choses qui ont bougé. Vous le disiez, sur les 64 ans, je pense que ce qui s'est passé, alors vous allez me dire, c'est que les syndicats qui ont participé à la négociation. Oui, c'est vrai qu'il manque la CGT. CGC, CFTC, il n'y avait pas ni FO ni CGT. Mais ces syndicats, quand vous regardez leur représentativité dans le privé, c'est pratiquement la moitié, à quelques dixièmes de points de près. Et donc ces syndicats-là ont admis l'idée que 64 ans, c'était pas quelque chose de monstrueux, que c'était pas quelque chose d'inenvisageable. Ça me paraît quelque chose d'important. Si vous reprenez la séquence, quand la réforme est passée en 2023, ça a failli ne pas se faire à 9 voix près à l'Assemblée nationale, motion de censure. Oui, 9 voix près. Ça a failli être coupé là-dessus. Ça a été au cœur de la campagne des législatives anticipées de l'an dernier. Et ça a été à la fois le nouveau Front populaire et le RN ont argumenté là-dessus non-stop, et je pense que ça a contribué à leur puissance électorale. Et donc là, les syndicats qui, a priori, ont une légitimité encore plus forte que les partis politiques pour s'exprimer sur la question, pas les syndicats, pas tous les syndicats, mais des syndicats qui ont une vraie représentativité, disent non, finalement, les 64 ans, c'est jouable. Et c'est assez amusant d'ailleurs parce que le patron de la CGC, Omril, a eu un pas de deux assez typique où il a dit on peut peut-être aller sur les 64 ans, mais surtout pas, on n'est surtout pas d'accord, mais bon, trop tard. Il a lâché, et ça c'est un point important. Je rappelle que l'âge de la retraite, la borne de la retraite est quelque chose de très important dans la représentation qu'on se fait de notre vie active et de la vie active, de la vie après la vie active. Et pendant longtemps, la borne était à 60 ans. Ça a été très difficile de la faire bouger. On rappelle qu'en 81, elle passe de 65 à 60. Oui, vous vous rendez compte le jump incroyable. Oui. Ouais. Mais donc, voilà, et cette borne, elle était très puissamment ancrée dans les représentations collectives. Ouais. Elle a bougé. Là, elle a bougé à nouveau. Et c'est tant mieux parce que quand vous regardez ce qui se passe ailleurs, en Allemagne, on parle 67 ans, Royaume-Uni 68, Danemark 70. Alors tout n'est pas encore décidé, mais on ne peut pas, nous, passer de 64 à 62 quand tous les autres vont à 67, 68, 70 ans, avec des démographies qui ne sont pas radicalement différentes des nôtres. Donc voilà, le fait que ça bouge sur cette représentation, moi, me paraît tout à fait important. Le point qui est en train, et je donne la parole à Xavier dans un instant, et d'ailleurs je pense que Stéphane Carcillo nous confirmera qu'il y a une forme le marché est caméléon, et si on bouge les bornes d'âge, eh bien on augmente mécaniquement, généralement, les taux d'emploi des seniors. Ce qui bloque là, c'est l'histoire de l'âge de la décote. La suppression de la décote à 67 ans, la CFDT demande 66 et le MEDEF dit non, ça coûte 1,2 milliard. Et alors là, à cause de ça, c'est en train de bloquer. Dans toute négociation, il y a toujours des petits points de blocage comme ça. Il y a toujours des points de blocage. Si vous vous souvenez de ce qui avait fait chuter le gouvernement Barnier, c'était aussi... Oui. Mais bon, on parlait, vous savez, des lignes rouges il y a quelques semaines, quelques mois, on parle moins de lignes rouges aujourd'hui. Xavier, par rapport à ce à quoi on assiste. Effectivement, un sujet très important. Après, on n'est pas dans les négociations, donc on ne sait pas ce qui se dit, bien sûr, entre eux, mais
Juste pour ajouter aussi quelques autres points qui étaient dans la discussion, donc sur la prise en compte de la pénibilité et de l'usure. Les 3 critères doivent revenir, normalement. Ça doit Les 3 revenir. critères doivent revenir. Sur le calcul d'un peu des meilleures années pour les femmes qui ont eu des enfants, de réduire le nombre d'années, pour passer à 23. Pour le calcul de la pension. C'est le MEDEF qui a défendu cette idée, justement. Et donc, il est possible qu'à minima, on sorte sur des mesures, un peu des mesures comme ça qui toucheraient des populations plus restreintes. Et puis après, il y a aussi dans le débat le sujet de la hausse de la CSG pour les retraités, le débat d'une sous-indexation partielle des retraites en 2026 et 2027. Il y a des chiffres qui avaient été avancés par les uns et par les autres. Et je trouve que ça, c'est aussi intéressant, parce que Jean-Marc évoquait les dynamiques politiques, et celle-là est aussi très importante, la mise à contribution des retraités dans cet effort de financement de la protection sociale. Et donc, ça vient des partenaires sociaux, c'est intéressant, puisque c'est très difficile pour les partis politiques de le porter. Donc, je trouve que c'est aussi un point important qui peut, si ce n'est sortir dans l'accord, en tout cas, que ce soit mis dans l'atmosphère, c'est intéressant. C'est sacrément dans l'atmosphère, le fait de savoir si on va faire participer les retraités. Et en ajoutant qu'il y a eu des chiffres de l'INSEE récents sur les taux d'épargne des retraités qui sont encore plus élevés qu'on ne le pensait. Et donc, ça renforce ce diagnostic qui est que on a effectivement un système de retraite qui est relativement plus généreux. Et du coup, on alimente vous allez vous faire des amis, des retraités, et du coup aussi leurs héritiers qui sont plutôt des héritiers des familles aisées parmi ces retraités les plus aisés. Allez-y. Oui, vous l'avez peut-être dit hier, mais c'est même frappant dans la note de conjoncture de l'INSEE ils ont fait une très très belle note. Ils ont fait vraiment, je trouve, une note très riche, peut-être comme un feu d'artifice avant le départ de leur directeur général, Jean-Luc Tavernier. Mais donc il y a deux informations qui sont frappantes. Premièrement, les prestations sociales ont augmenté l'an dernier et vont augmenter cette année 2 fois plus vite que les revenus d'activité. Donc, et ces prestations sociales, elles sont tirées par les retraites. Et donc, on prend de l'argent aux actifs pour augmenter les retraités plus que les actifs. Et deuxième point, les retraités, qu'est-ce qu'ils font de cet argent ? Très massivement, ils l'épargnent. Et à tous les niveaux de revenus, les riches évidemment l'épargnent, mais même les ménages les moins aisés, cette augmentation de retraite, ils l'épargnent. Donc on a vraiment un système qui est absolument délirant. J'ai eu un témoignage d'un retraité qui s'appelle Jean-Pierre. Alors j'en ai tous les jours des témoignages de retraités. Il dit personnellement, je suis favorable à une contribution des retraites aisées, des retraités aisés à l'effort nécessaire. On est d'accord pour clore ce sujet, Stéphane Carcillo, que nos vieux pays n'ont pas d'autre solution que de reculer l'âge légal de départ à la retraite pour augmenter le taux d'emploi des plus âgés. C'est le levier principal. On sait que la principale élément, qui va augmenter le taux d'emploi des seniors et donc réduire la pression sur les régimes de retraite et aussi la pression sur les générations plus jeunes qui financent ces régimes de retraite, c'est d'augmenter l'âge normal de départ à la retraite. C'est le facteur numéro 1. Ça marche très très bien dans tous les pays pour lesquels on le voit. Au fur et à mesure qu'on augmente l'âge de départ à la retraite, ça va marcher de moins en moins bien, c'est normal, puisqu'en fait, il faut que les gens soient en bonne santé pour continuer à travailler. Et donc, quand on arrive, je pense, à des âges qui sont au-delà de 65 ans, quand on s'approche de 70 ans, va vraiment se poser la question de finalement de la capacité à rester en emploi de manière de plus en plus prégnante. On n'en est pas encore là, je pense, en France, parce qu'on passe de 62 à 64. Progressivement. Progressivement. Maintenant, c'est un enjeu hyper important pour le financement de la protection sociale. C'est aussi un enjeu hyper important pour la croissance économique. Parce qu'avec le vieillissement démographique, on va avoir une population en âge de travailler et donc aussi un emploi qui va diminuer et qui va moins contribuer à la croissance économique. Et donc en fait, on va se retrouver avec une croissance complètement anémique, à moins d'augmenter la contribution de l'emploi à la croissance en faisant participer plus de personnes sur le marché du travail. Le premier levier en France, ce sont les seniors. Dans pratiquement tous les pays de l'OCDE, c'est l'emploi des seniors qui est le principal levier. Dans d'autres pays, il y a aussi évidemment l'emploi féminin. C'est moins le cas en France, parce que la participation des femmes au marché du travail est plus élevée que chez nos voisins.
et aussi l'emploi des jeunes. Mais je le répète, le levier numéro 1, c'est l'emploi des seniors. Une fois qu'on a dit ça, et c'est tout l'objet de la négociation, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des négociations sur ce sujet entre partenaires sociaux. Qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui ont commencé à travailler très très tôt? Qu'est-ce qu'on fait pour les métiers très pénibles pour lesquels il est très difficile de se maintenir jusqu'à 64 ans? Donc ça veut dire la gestion des carrières. Là, il faut vraiment discuter des détails parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se maintenir. Et d'ailleurs, on le voit très bien que... C'est ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs. Mais... Voilà, et c'est pour ça qu'il faut avoir cette discussion pour que ce soit acceptable et accepté. C'est un enjeu national, la représentativité nationale est totalement légitime, mais il faut que les partenaires se discutent parce qu'il y a des enjeux pratico-pratiques dans les entreprises qui se posent et pour les salariés, parce qu'on voit que rapidement après une augmentation de l'âge légal de départ en retraite, on voit que pour une majorité, ça pose pas de problème, on se maintient en emploi, mais pour une minorité de personnes qui n'ont pas du tout prévu ça, qui se sont pas préparées 10 ans auparavant à rester en emploi, ça va être très dur de se maintenir en emploi. Il va y avoir des sorties vers l'inactivité, vers le chômage de longue durée ou vers des dispositifs d'incapacité, de maladie. Donc, il faut accompagner ces personnes-là très tôt dans leur carrière pour éviter qu'elles se retrouvent dans ces situations à 65 ans. Est-ce qu'on sait... Oui, Jean-Marc Vittori. C'est un point essentiel. C'est la préparation à une vie active qui est plus longue. Je pense qu'on n'est pas très bon là-dessus. Les salariés ont une responsabilité là-dessus, mais les employeurs aussi. C'est absolument essentiel que les entreprises travaillent beaucoup plus qu'elles ne le font sur ce point-là, en se disant... On voit dans un certain nombre d'entreprises, quand vous baladez dans un certain nombre d'entreprises, vous voyez très bien qu'il y a des salariés qu'on fait travailler en se disant... Il y arrivera peut-être jusqu'à 55 ans, et puis ensuite il sortira du marché du travail. Et il faut arrêter ça. Il faut que les entreprises, quand elles voient certains salariés à 40, 45 ans, se disent « celui-là, il va falloir qu'il fasse autre chose. Il faut le préparer à faire autre chose. » Et c'est pas quand il arrive à 55 ou 60 ans qu'il faut le faire, c'est beaucoup plus tôt. C'est envisager des secondes parties de carrière beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Et ça, c'est pas seulement une responsabilité du salarié, c'est aussi une responsabilité de l'employeur. Et c'est probablement beaucoup plus une responsabilité des entreprises, du tissu productif, que des politiques d'ailleurs. Bon, évidemment, ce que disait Stéphane. On avance, 7 milliards, j'ai dit qu'on trouvait 7 milliards dans cette émission. Oui. 7 milliards. Stéphane Carcillo, il a 7 milliards, sur 40, il en a 7. Dans le rapport du groupe d'experts sur le SMIC qu'on a publié l'année dernière en décembre, effectivement... Vous êtes président du groupe d'experts sur le SMIC. On a, avec mes collègues, on a simulé effectivement les sources, les potentielles réformes des allègements, l'impact sur à la fois l'emploi au SMIC et sur les finances publiques. Et effectivement, il y a un scénario qui permet de générer beaucoup d'économie et de créer même un peu d'emploi, c'est de ramener le point de sortie des allègements de cotisations patronales aujourd'hui consentis jusqu'à 3, alors ça a changé 3,2 je crois, oui, 2 fois le SMIC. C'est 3,5 et on est passé à 3,2 ou à 3,2, trucs comme ça. Ouais. Et donc de rabaisser ce point de sortie, c'est-à-dire le point au-delà duquel il n'y a plus d'aide à l'employeur, de le ramener à 2 fois le SMIC. Et donc finalement de changer finalement la dégressivité de ces allègements. On sera avec un allègement maximal au niveau du SMIC et un allègement des cotisations patronales nul à partir de 2 fois le SMIC. Et avec une parfaite courbe depuis 1 SMIC jusqu'à 2. Voilà, exactement. Pour éviter les effets de seuil qu'on pouvait avoir à 1,6 par exemple. Et si on fait ça, en fait, on fait effectivement, d'après nos simulations sur la base des distributions de salaires de 2023, on fait effectivement 7 milliards d'économies sans destruction d'emplois. Pourquoi pas de destruction d'emplois? Parce qu'en fait, l'emploi au-delà de 2 fois le SMIC est peu sensible à son coût, parce qu'il n'y a pas de chômage. Et que les employeurs ont plutôt des difficultés de recrutement. Donc c'est pas et que les allègements sont petits. Donc c'est pas la petite variation de coût du travail qui va changer quelque chose pour les employeurs. Alors qu'en fait, au niveau du SMIC et légèrement au-dessus, en faisant ça, on augmente un peu les allègements, notamment légèrement au-dessus du SMIC. Et là, l'emploi est très sensible à son coût. Et donc on peut créer un peu plus d'emplois. Donc cette question est vraiment une question de ciblage. Et je crois que c'est ce débat sur les allègements qui est une très grosse, entre guillemets, niche fiscale, puisqu'elle coûte plus de... on doit être à 80 90, oui, 80. J'étais à 75-80. On doit être presque à 90 presque maintenant, à 90. Cette année. Donc c'est un mammouth dans les niches fiscales. Eh bien, la question, comme dans beaucoup de ces niches, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est la question du ciblage.
comment est-ce qu'on fait pour essayer de conserver l'objectif initial qui était louable, en l'occurrence protéger, voire booster l'emploi au niveau du salaire minimum, au niveau des bas salaires. Et là, ça a fonctionné. Éviter le chômage des peu qualifiés, parce que là, on sait que ça a marché, tout en réduisant la facture totale. Ça n'a pas l'air compliqué à faire, c'est un choix politique. C'est un choix politique. Un simple choix politique. C'est un choix politique, oui. Mais alors, Xavier Jaravel, Jean-Marc Vittori là-dessus, parce que 7 milliards, c'est pas l'épaisseur du trait. Hein. Choix politique, c'est sûr, mais il y a aussi un débat technique. Donc, je voulais juste un peu. Alors, moi, les débats techniques, c'est ce que j'aime ici. Mais sans faire des choses compliquées, juste pour expliquer, c'est un débat qui a entre plusieurs économistes, et du coup les travaux de Stéphane sont très intéressants et très utiles pour nourrir ce débat, mais juste un peu pour expliquer, il y a une autre vision qui est portée notamment par Étienne Wasmer, Antoine Bozio. Le fameux rapport Bozio-Wasmer. Voilà, et d'ailleurs on est en train de travailler avec eux au Conseil d'analyse économique pour réconcilier ces visions un peu différentes. Et donc en fait la nature du débat, c'est, eux ils ont plutôt une autre proposition qui consiste à dire réduisons ces allègements de charges plutôt sur les salaires intermédiaires. Donc en fait, parce que pour simplifier, on peut dire avec ces allègements de charges, on a des taux marginaux d'imposition effectifs qui vont être élevés dans toute une partie de la distribution des revenus. Et donc du coup, pour l'employeur, augmenter quelqu'un qui est entre 1 et 2 SMIC, ça coûte particulièrement cher. Et donc du coup, la proposition d'Antoine Bozio et Étienne Wasmer, c'est plutôt d'essayer de changer la pente dans cette partie-là de la distribution. Et en revanche, au niveau du SMIC, de réduire les allègements de charges. Donc c'est un peu différent de la proposition de Stéphane. C'est très différent. Et en fait, la nature du débat porte sur les effets emploi qu'on peut attendre, donc ce qu'on appelle l'élasticité, si on change le coût effectif du travail à différents points de la distribution des revenus, dans quelle mesure ça va changer l'emploi. Donc il y a toute une série d'études nationales, mais aussi internationales. Il peut y avoir des changements au cours du temps. C'est une partie du débat. Et l'autre partie, c'est de mesurer en fait la distribution des revenus, en fait, qui serait touché par la réforme. Parce que par exemple, il y a les salariés au SMIC, mais il y a aussi des gens qui vont avoir un 13e mois et donc qui ne vont pas forcément être concernés par ces allègements de charges. Et donc on espère dans les prochains mois en fait, pouvoir un peu clarifier la nature de ce débat qui en fait à ce stade est encore un débat scientifique sur quels effets emploi peut-on attendre de différents types de réformes. Mais j'ai l'impression dans ce que vous me décrivez, Xavier, c'est que vous êtes en fait, vous me décrivez quelque chose qui n'est absolument pas ce que les experts sur le SMIC ont préconisé. C'est très différent. Très différent, mais c'était la dynamique, ça a été la proposition Jean-Marc, qui ne génère pas d'économie, parce que la proposition d'Étienne et d'Antoine est neutre budgétairement. Voilà, ça visait à être neutre budgétairement et à encourager le travail dans la partie de la distribution. Un peu du milieu. Oui, mais en faisant un peu l'impasse sur les risques au niveau du SMIC, parce que objectivement, une des raisons pour lesquelles le groupe d'experts a recommandé de ne pas toucher aux allègements au niveau du SMIC, c'est pas parce qu'on en a fait un totem, c'est qu'on se dit que dans une économie qui croît à 0,6%, les premiers à risque de perdre leur emploi, quand il y a des ajustements et l'emploi commence à baisser, sont les personnes qui sont peu qualifiées. C'est toujours comme ça dans les cycles économiques. Et donc la recommandation, c'était de dire pas touche aux allègements au niveau du SMIC dans un moment où on est presque en situation de récession. C'est un pari risqué et inutile. Vraiment inutile. Donc c'est pas le moment de faire ce type de réforme. Pourquoi pas faire ça quand il y a une croissance à 2% et essayer de voir si effectivement une légère baisse des allègements au niveau du SMIC n'aurait pas d'effet, mais alors qu'on pourrait gagner au-dessus. Mais dans une situation où le marché du travail ralentit fortement, la croissance n'est pas au rendez-vous, je pense que c'est vraiment inutile de prendre ce risque. Dans un instant, Jean-Marc, je dois marquer une pause. Si je vous donne la parole avec 40 secondes, c'est un peu ridicule. Alors, j'ai bien compris ce que disent les experts sur le SMIC. Dans mon souvenir, le point culminant chez Bozio-Wasmer, c'était à 1,6. Le point culminant des allègements de cotises, en fait, si je me souviens bien. Mais effectivement, c'était à enveloppe neutre, constante. Bon, Jean-Marc me donnera son avis dans quelques instants. Mais moi, je préfère le traiter sur le terrain technique que le terrain politique, Xavier, ce sujet, vraiment. D'ailleurs, c'est pas fini, ce débat. On n'échappera pas au débat politique. Vous me direz d'ailleurs, juste après Stéphane Carcillo, si 2026, on se demande ce qu'on fait, tout le monde parle de geler des trucs, machin. Je sais pas, est-ce que le SMIC, ça peut se geler ou pas ? C'est un sujet. À tout de suite.